12 heures, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. D'abord, cette nouvelle, la quadripartite entre les provinces frontalières des pays victimes de la rébellion ougandaise de la LRA s'est clôturée le mardi à Yambio, ville du Soudan du Sud. Les participants à ces travaux ont pris l'engagement de mettre en place d'autres mécanismes de protection des civils et organiser des actions humanitaires. Ils ont aussi convenu de mettre en place une force régionale de 500 éléments tels que convenu par l'Union africaine. On fait les points depuis Kisangani avec Talon Onolongo. Les provinces frontalières de la République centrafricaine, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo viennent de peaufiner des stratégies pour protéger leur population contre des exactions de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Les provinces frontalières de ces 4 pays ont aussi arrêté des mécanismes pour la prise en charge des victimes. C'est ce qui ressort de la quadripartite tenue à Yambio, ville sud-soudanaise, rencontre à laquelle la province orientale de la RDC a été représentée par le vice-gouverneur Pascal Mombiopana. À ce retour à Kisangani, ce dernier déclare que les task forces régionales mises en place par l'Union africaine est composée de 500 éléments dont une fraction importante des militaires congolais devra vite agir pour mettre hors d'état de nuire la bande à Joseph Kony, responsable de graves crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cet atelier qui s'est élargi aux acteurs étatiques nous a permis tous d'avoir la même compréhension de la problématique de la LRA. Aujourd'hui, l'approche est celle de réfléchir sur d'autres mécanismes de protection des civils, la prise en charge humanitaire dans les zones affectées par ces fléaux, mais aussi la réinsertion des rescapés. Cette quadripartite de Yambio qui a duré 3 jours a été organisée par l'ONG britannique Conciliation Chain Resources. À ce jour, suite aux exactions de la LRA, environ 30 000 Congolais ont fui leurs milliers de vies pour se réfugier au Sud-Soudan. À Kisangani, Dalon Nolongo pour la RTGA. Pendant ce temps, les cartographes, les proposés à la collecte des données et les techniciens de la CENI poursuivent leur formation sur la fiabilisation du fichier électoral. Les rapporteurs adjoints de la CENI, Onésime Koukatoula, a donné signe et les objectifs poursuivis dans cette session de formation au micro de Richard Chako Kanyangele. Et bienvenue Magambo. Elle a déjà donné sa contribution. Du 10 décembre 2014 au 18 janvier 2015. Voilà, nous allons y revenir au cours de nos prochaines livraisons d'informations. Recrudescence de l'insécurité à Kasangulu, dans la province du Bas-Congo. Des échos en provenance de cette partie de la RDC font état d'une insécurité qui bat son plein. Selon des sources concordantes, elle est l'œuvre d'une bande de jeunes incontrôlés qu'on pourrait qualifier de Kuluna. Ils sèment terreur et désolation dans ces territoires de la province du Bas-Congo. En économie, la RDC ne profite pas de l'exploitation des ressources naturelles. C'est le constat fait par 18 ONG œuvrant dans ce secteur. Les résultats de l'enquête menée à ces sujets ont relevé beaucoup d'anomalies auprès des entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. Plus de précisions dans ces reportages de Bibish Muzeke et Chimse Kapangala. La RDC profite-t-elle des dividendes de l'exploitation de ses ressources naturelles? C'est cette question qui a motivé l'enquête menée principalement au Katanga par le collectif de 18 ONG de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles. Certains couacs ont été relevés, dont l'absence ou l'indisponibilité des pièces comptables de ces firmes opérant en RDC. Le gouvernement, à travers ses différentes institutions, la DGI, la DGRAD, la DGDA, et les entreprises partenaires, que nous puissions maintenant, à partir de maintenant, pouvoir adopter de bonnes pratiques dans le secteur des mines. Des bonnes pratiques, c'est-à-dire que les uns puissent investir de manière transparente, que nous sachions qui a apporté quoi, dans quelle usine, dans quelle mine, qu'est-ce qui est fait, avec quels moyens. Les entreprises sont en train de déclarer des montants qui dépassent de loin
la capacité installée dans notre pays. C'est-à-dire, quand nous produisons 100 000 tonnes de cuivre, les standards internationaux voudraient que $1 milliard soit investi. C'est-à-dire, on investit $1 milliard pour produire 100 000 tonnes de cuivre. C'est ce qu'on appelle des standards internationaux. Malheureusement, dans notre pays, il y a des entreprises qui produisent 200 000, qui déclarent 3-4 milliards. Il y a des entreprises qui, n'est-ce pas, rétapent des usines qui existent, qui déclarent 3-4 milliards. Donc nous avons là des cas de surestimation de l'investissement. Au regard de ce constat, ces organisations ont formulé quelques recommandations. Le contraste entre la croissance de la production minière et le niveau de recettes de l'État a été présenté lors de la deuxième conférence minière par la société civile. De son côté, l'entreprise pétrolière Perenco participe à la semaine française de Kinshasa. Seule entreprise productrice de pétrole Perenco dispose de 127 puits et produit 25 000 barils de pétrole brut par jour. Compte rendu Jacques-Olivier Moulouba. Le groupe pétrolier Perenco marque par une présence active la semaine française de Kinshasa avec un stand qui renseigne suffisamment sur ses spécificités et potentialités. Seul producteur du pétrole en République démocratique du Congo, Perenco, qui compte 127 puits, produit 25 000 barils par jour et contribue à hauteur de 400 millions de dollars américains au budget de l'État. À la première conférence de la semaine française, ce mardi, à la halle de la Gombe, le géologue senior Thierry Soupa a présenté les particularités géologiques du bassin côtier sur lesquelles se déploie l'exploitation de la société à Mwanda. Celle-ci, a-t-il ajouté, se caractérise par la présence des champs matures et des champs marginaux dans lesquels se trouvent des hydrocarbures en faible quantité et où le pétrole est faible. Dans ces exploitations, Perenco est accusé de non-respect des normes de protection de l'environnement, un point de vue rejeté aussi bien par son staff que par le ministre des hydrocarbures. L'objectif du en général, c'est de pouvoir réduire au maximum l'impact de leur activité sur l'environnement. En ce qui concerne les gaz torchés, vous ne le savez peut-être pas, un programme important de transformation du gaz a été engagé dans le groupe depuis plusieurs années. Une partie du gaz est utilisée notamment pour pouvoir produire de l'électricité. On ne peut pas exploiter le pétrole dans la pureté sans une moindre pollution. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse exagérer, mettre tout à charge de Perenco. J'ai lu le rapport, j'ai été interpellé au Sénat à ce sujet, j'ai à m'expliquer. Je crois que les agronomes et les médecins qui opèrent, à titre d'exemple à Mwanda, ont reconnu que les sida n'avaient rien à voir avec la pollution pétrolière et que l'agriculture n'était pas impactée par l'exploitation pétrolière dans ce secteur-là. Grâce à son savoir-faire, Perenco a su transformer les potentialités géologiques de la RDC en ressources et les ressources en richesse, un pari gagné. En santé, poursuite ce mercredi 28 mai de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, ainsi que pour la supplémentation en vitamine A et au mébendazole au Kasaï oriental. La coordination provinciale du PEV assure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette vaccination. La campagne concerne les 51 zones de santé du Kasaï oriental et 3800 sites sont ouverts sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. Et puis en religion, le groupe d'encadrement spirituel dénommé Kadiria de Bandalungwa a invité les fidèles musulmans à observer des jeûnes durant des mois sacrés selon les calendriers lunaires avant le mois de Ramadan. Le cheikh Silimi Maliki l'a dit au cours d'une prière d'encadrement. C'était le dimanche. Reportage Abdul Soko. C'est pour aider les croyants musulmans de la ville de Kinshasa que le groupe d'encadrement spirituel dénommé Jumuiya Zawiyatul Kadira de Bandalungwa, dirigé par Cheikh Silimou Malik,
s'active à édifier ses fidèles sur le bien fondé de mois sacrés avant le Ramadan. Pour Cheikh Silimou Malik, les 2 mois sacrés qui précèdent le mois de Ramadan, Rajabou et Chabani, sont 2 mois très significatifs pour la vie de croyants musulmans. Le mois Rajabou, autrement dit mois des dieux, est une période où, selon les rites islamiques, le prophète Mohammed a fait le voyage vers le paradis pour récupérer le 5 prières auprès d'Allah. Au cours de ces mois qui s'achèvent dans 4 jours, l'imam Silimou a demandé à ses fidèles d'observer le jeûne pour se rapprocher des dieux. Pour le mois Chabani, dit mois du prophète Muhammad, l'imam du groupe d'encadrement spirituel dénommé Jumuiya Zawiyatul Kadira a précisé que tout musulman qui veut bien préparer son ramadan est appelé à observer le jeûne de 15 jours dès la première quinzaine du mois, soit de 9 jours, 3 jours au début, 3 jours au milieu et 3 jours à la fin du mois Chabani pour obtenir d'Allah la récompense de 70 prophètes. L'occasion a été donnée à d'autres imams, Abdallah et Ahmed Kingombe, d'édifier l'assistance sur la purification des âmes. Pour ces 2 orateurs, l'homme ne peut pas atteindre la perfection si son âme n'est pas purifiée. En dehors de nos frontières, pour terminer, après la défaite de l'armée malienne à Kidal face à des groupes armés rebelles, le ministre malien de la Défense a démissionné mardi. Il a été remplacé par le colonel-major Ba Andawo, officier retraité de l'armée de l'air. Ce nouveau ministre malien de la Défense aura comme mission de reconstruire l'armée pour faire face aux rebelles. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. L'actualité revient à 14h30, mais pendant ce temps, restez branchés en compagnie des programmes de votre télévision.